Donc là, je vais vous expliquer la méthodologie du projet et l'outil Miro qu'on a mis en place. Donc Miro, c'est un tableau blanc, un peu comme si vous étiez dans une salle projet avec un grand mur Velleda. Vous allez pouvoir au fur et à mesure écrire vos questionnements, vos idées, coller les documents qui vous paraissent intéressants, et ainsi de suite. C'est un tableau qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin. Et l'avantage, permettre à tous les membres de l'équipe d'une... On t'a perdu, Sylvain. On t'a perdu, oui, Sylvain. Ah bon? C'est bon là? Là, c'est bon, tu étais figé. Mais... Ah ok, ok. Et en fait, ce tableau blanc, du fait qu'on peut déplacer les éléments, va permettre de réorganiser l'information jusqu'à ce que des idées émergent à partir de là. On va voir concrètement sur un exemple précis. Alors, on va faire ça dans cet ordre-là. Je vais d'abord présenter le tableau Miro et après, je vais en profiter pour faire un zoom sur la méthodologie à partir de ce tableau-là. Ce qu'on va faire, on va utiliser le tableau Miro qu'on a fait ce matin pour le projet Business Model Canva intégré. Donc, à ce stade, le tableau, il est pas très bien organisé, hein. Il a été créé ce matin. Il y a des choses un peu en vrac dessus. Néanmoins, on va voir la structure centrale. Donc, je vais vous mettre un lien dans le chat. Hop. Hop. Que je retrouve. Je cherche le chat de la conversée, merci. Ok, je vais partager mon écran également. Donc, cliquez sur le lien. Si vous n'avez pas encore utilisé l'outil Miro, il va falloir vous inscrire. Donc, choisissez une adresse email et un mot de passe facile à se rappeler. Et moi, je vais partager mon écran pendant ce temps-là. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a vos curseurs qui s'affichent. On voit où chacun peut se balader. Si vous n'avez pas envie de voir si vous ne voulez pas que les autres voient où vous vous baladez, il suffit de cliquer en haut sur votre je ne sais pas comment on va appeler ça, là, votre blason. Alors, je ne sais plus si on a l'option ou pas, hein. Ah, il n'y a peut-être pas l'option dans la version gratuite. Si, pardon, c'est moi qui peux choisir si on voit vos curseurs ou pas. Ensuite, au milieu, vous voyez une image au centre et des choses autour. Et si vous zoomez au milieu, alors comment zoomer? C'est comme sur un téléphone à écran tactile. Si vous avez un trackpad, vous écartez les doigts comme ça. Et inversement, pour dézoomer, ce sera l'inverse. Si vous avez une souris, je ne vais pas tester, mais il me semble que c'est la molette. Si vous zoomez par exemple sur Method Banks, le losange qui est en bas, vous allez voir qu'il y a des choses qui ont été collées. En bas, il y a un schéma là qui s'appelle déroulé opérationnel. Donc, plus vous zoomez, plus vous voyez les détails. Et puis si vous dézoomez et que vous allez un petit peu plus haut, il y a un raccourci vers le guide méthodologique. Donc là, les invités de l'atelier d'avant ont un petit peu déformé l'image. Ça, en fait, c'est le Google Slide, le guide d'accompagnement des projets. Et l'image qui s'est mise par défaut, c'est la page de couverture. Pour faire ça, je suis allé dans mon Google Slide, ici, là. J'ai fait la manip habituelle de partage d'un lien. J'ai copié le lien ici. Je vais le refaire pour vous. Et après, je suis allé donc à l'endroit où je veux le coller. Je fais CTRL-V. Donc là, on voit qu'il y a une espèce de sablier moderne là, qui est en train de récupérer le lien.
si vous le faites pour la première fois, Miro va vous demander l'autorisation d'accéder à votre compte Gmail qui est utilisé pour le doc. Sylvain, excuse-moi, Oui. on est censé voir la même chose que toi sur nos écrans là, après enregistrement? Alors là, vous voyez Sur quoi? Miro? Oui, exactement. Ouais, parce que moi, je vois des petits curseurs bouger, mais je ne vois pas l'image de fond. Ah, ça c'est pas normal. C'est peut-être que ça s'est pas encore chargé. Ou peut-être que les curseurs bougent au mauvais endroit. Du coup, tu ne vois pas l'image de fond. Alors, du coup, je vais te montrer un truc. Je vais faire quelque chose pour te ramener ton curseur vers le mien. Laisse-moi juste terminer ce que j'étais en train de faire. D'accord. Hop. Donc là, je vais déplacer l'objet exactement où je voulais. Et comme c'est un objet fixe que je n'ai pas envie que les autres le déplacent, moi étant le owner du board, je vais cliquer dessus. Il y a en bas un menu qui s'affiche. Je vais cliquer sur l'icône Lock. Ça fait en sorte que si par mégarde vous cliquez dessus et que vous prenez appui sur le dock pour glisser ce qu'il y a derrière, ça ne va pas glisser en même temps. Je vais expliquer ça un petit peu après. Alors, c'est Stéphanie qui parlait là? Oui, c'est ça. Oui. Alors, Stéphanie, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon icône en haut. Je vais aller cliquer sur Bring to me. Alors, je suis un petit peu gêné par l'écran de Zoom. Voilà, hop, Stéphanie. Et là, normalement, hop, ton curseur est venu dans la zone où je suis. Exactement. Là, du coup, je vois. OK. Super. Alors, on va Super. faire un zoom arrière maintenant. Alors, comment naviguer là-dedans? Si vous allez sur le board, on va juste apprendre déjà à déplacer. Si vous regardez complètement à gauche, il y a une espèce de barre de tâches là. Le premier icône qui apparaît, c'est un curseur. Donc, si vous êtes perdu, rebasculez sur Zoom pour voir mon écran. Vous voyez le curseur, là, il est bleu. Si je clique dessus, il devient noir. Et du coup, mon curseur se transforme en main. La main, c'est ce que vous allez utiliser pour faire glisser le mur. Donc, pour appuyer la main sur le mur, il faut juste cliquer n'importe où sur le trackpad ou sur le bouton gauche de votre souris. Et avec votre souris ou votre deuxième doigt sur le trackpad, vous déplacez votre doigt de droite à gauche. Je vous laisse essayer. C'est bon, vous arrivez un peu à faire glisser les images à droite et à gauche de votre écran? Ouais, c'est bon pour moi. Très bien. Ça, c'est le mode me déplacer. Si vous voulez interagir, c'est-à-dire modifier des éléments, en rajouter, il faut recliquer sur le curseur à gauche. Donc là, du coup, le petit curseur devient bleu et votre curseur à vous est un curseur de souris classique. Je profite d'être à gauche pour vous montrer ce que vous pouvez faire d'autre ici. Il y a un petit icône qui s'appelle Template. Cette icône, si vous cliquez dessus, va afficher des choses préfaites que vous pouvez du coup insérer directement sur le tableau. Par exemple, un mind map. Donc là, concrètement, il va vous coller ce que vous voyez à l'écran. Vous pourrez cliquer à l'intérieur après pour ajouter du texte et étendre le mind map. Ici, vous avez des briques de différentes couleurs. Ça peut être un template pour faire des user stories. Il y a un template pour les flowcharts, par exemple, ou pour avoir un calendrier, et ainsi de suite. Pour sortir, je fais échappe ou je clique sur la petite croix. Le deuxième icône intéressant, c'est pour rajouter un texte. Alors là, je vais faire un essai, je vais cliquer sur texte. Je vais mettre mon curseur là, tout à gauche de mon image centrale. Je vais saisir du texte, bla bla. Et là, je vois que je vois rien. Pourquoi? Parce que je suis en taille 70. Or, là, vous ne le savez pas encore, mais l'image là qui est à côté avec le double diamant rouge, elle est énorme. Ce qui fait que si je veux pouvoir lire mon texte à cet endroit-là, il faut que j'aille à la taille maximum qui, il me semble, est 288 points. Voilà, maintenant, on voit apparaître mon blabla. Il se trouve qu'on va utiliser l'espace qui est vide à l'intérieur du double diamant rouge. Et dans cet espace, on va écrire beaucoup plus petit. On va écrire peut-être en taille 10 par exemple.
Donc là, pour y voir quelque chose, il faut que je zoome. Donc je vais zoomer, comme je vous ai expliqué. Je pose mes deux doigts sur le trackpad et je les écarte, clac, clac, clac. Et mon texte est enfin lisible. Et puis je vais pouvoir aller le déplacer. Alors pour le déplacer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer dessus en plein milieu. Et je vais, avec mon deuxième doigt, glisser sur le trackpad en direction de là où je veux aller. Voilà, je tiens le truc avec mon doigt. Et puis là, je vois pas trop où je suis. Donc du coup, je vais reculer en arrière pour comprendre où je suis. Ah, je vais voir que je suis que là. Donc là, il y a une méthode plus facile, c'est que je vais tout simplement cliquer au milieu, maintenir le curseur enfoncé et déplacer l'outil, le texte, par exemple ici. Ce qui va me permettre de rajouter un petit commentaire. Alors 10 pour le coup, c'est un petit peu petit à cet endroit-là. Peut-être en taille 64. Je vais rajouter, je ne sais pas, pour en savoir plus, allez sur le site UK Design Council. Ok, je vous laisserai essayer plus tard. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut rajouter un post-it. Je clique sur l'icône post-it. Je choisis ma couleur de post-it. Hop, mon curseur s'est transformé en forme de post-it. Je vais venir le mettre ici, par exemple. Là, je choisis la taille de mon post-it. Et à l'intérieur, par défaut, vous voyez que la taille de caractère, elle est sur auto. Je peux la changer, hein, je peux fixer une valeur fixe. Mais si je reste sur auto, le texte va se mettre de la taille de manière à ce que le post-it ne change pas de taille. Voilà. Voilà pour les post-it. Je vais le supprimer pour ne pas polluer ce bord-là. Vous pouvez également ajouter des formes. Donc carré, rectangle, rectangle arrondi, triangle, grosse flèche et d'autres, des parenthèses. Vous allez voir des choses communes avec Microsoft PowerPoint, avec peut-être un peu moins de choix. Vous pouvez aussi avoir des flèches, donc flèches avec une extrémité, simplement un tiret, ou bien cette espèce de grosse flèche. Vous pouvez aussi avoir un crayon avec différents formats et une gomme, différentes épaisseurs, différentes couleurs. Il y a d'autres choses derrière que vous n'allez peut-être pas forcément beaucoup utiliser. Vous pouvez importer une recharge d'image Google, mais bon, ça c'est pas. Voilà, on y reviendra plus tard si c'est nécessaire. Donc voilà pour la prise en main de Miro. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Sur ce tableau, j'ai collé ce schéma du UK Design Council qui va nous permettre toujours de nous rappeler où on en est et on va utiliser en fait l'espace de découverte, Discovery. On va le remplir avec ce qu'on va découvrir pendant le projet. On va également le remplir avec ce qu'on va finalement choisir en termes d'insights, en termes d'hypothèses. Au milieu, peut-être qu'on va mettre ici la façon dont on veut reformuler la problématique ou sur quel levier on va agir pour vraiment changer le système. Ensuite, on va mettre dans l'espace développement, brainstorming d'idées, de solutions, on va mettre toutes nos pieds de solutions. Au milieu, on va mettre peut-être des différentes maquettes, différents prototypes, en tout cas des images ou des liens, et puis les résultats des tests, et ainsi de suite. Donc ça, on va le mettre dans des tailles assez petites, hein, pas plus grosses que l'icône là avec les points d'interrogation, voire peut-être encore plus petits. Hein. Parce que rappelez-vous, vous pouvez vraiment zoomer et du coup aller vers l'infiniment petit. L'idée, c'est que visuellement, chacun puisse suivre le processus de la pensée. Vous allez peut-être faire des flèches d'un objet à l'autre pour montrer les liens, entourer des choses qui vous paraissent importantes, barrer des fausses pistes, et ainsi de suite. Tout ce qui vous permet d'alimenter ces deux espaces, donc les brainstorming intermédiaires, les benchmarks que vous allez faire, bah vous allez pouvoir le mettre tout autour. Donc tout autour, ça peut être soit sur le trait rouge, par exemple, ou
bien, nous, ce qu'on a fait là, c'est ce matin, sur la partie gauche, qui est plutôt le point de départ, on a commencé à mettre la donut théorie, puisque ce projet business model Canva intégré s'inspire de la donut théorie. On a rappelé cette histoire de donut, avec en bas un lien. On s'est dit que c'était mieux de l'avoir ici que de devoir aller le chercher dans la fiche projet. C'est immédiatement visible et ça va être rappelé tout le temps à l'œil. Ça va être aidé, ça va probablement aider plus tard. Ce matin, quelqu'un a dit ça serait bien qu'on ait un peu un univers de tous les Canva qui existent pour créer des business models. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire une espèce de patate ou deal un peu plus sympa. Et on va mettre tout ce qu'on a trouvé qui peut ressembler à des business models Canva avec des images. Pour l'instant, on a juste mis des liens parce qu'on a fait un peu vite pendant l'atelier. Donc, la personne qui a eu cette idée-là, elle a mis son post-it. Un peu plus tard, elle fera un peu de mise en forme dessus. Donc, chacun s'approprie le tableau, chacun apporte son contenu sur le tableau. Un autre exemple de ce qu'on a fait ce matin, on a fait un petit atelier en demandant à chacun, à votre avis, comment est-ce que le business model Canva est utilisé par des entrepreneurs. Quelles sont les hypothèses que vous faites sur cette utilisation? C'est-à-dire que vous n'en êtes pas sûr, vous ne l'avez pas vu, mais vous vous dites que peut-être ils font comme ça. Et quelles sont les questions que vous aimeriez poser aux entrepreneurs sur leur façon de faire leur business model? Donc pour ça, on a utilisé des post-it sur un Google Doc parce qu'on avait fait le Google Doc avant de faire ce Miro. On aurait pu directement faire des séances de post-it ici. À minima, on a décidé d'aller coller la liste des personas auxquels les gens pensaient. On va commencer après à coller les questions qu'on pourrait leur poser. Et puis se dire qui veut bien être volontaire pour construire le guide d'entretien pour ce persona. Chacun a posé ses personas dans le désordre. Et après, on a pris un petit moment pour que chacun regarde les post-it des autres et fasse des regroupements de post-it, de manière à éviter les doublons. Comme on le ferait sur un mur avec des post-it. Voilà, cette zone-là, elle n'est pas très bien identifiée. On mettrait peut-être un fond de couleur. Voilà, on peut mettre des formes aussi plus sympas. On s'est dit à la fin, en fait, qui veut bien contribuer à la construction des guides d'entretien? Bon, on a mis juste 2 post-it, donc les 2 personnes vont se rappeler après. Voilà une façon d'utiliser tout ce qu'il y a autour du canevas central pour alimenter les travaux. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai mis une correspondance entre ce double diamant et puis le guide méthodologique, une page en particulier du guide méthodologique qui détaille un petit peu les 6 grands moments, les 6 étapes. Ces 6 étapes, c'est celles qu'on avait ici. Pardon, je vais peut-être vous donner un peu de mal de mer, mais c'est les 6 étapes qu'on avait là. Alors, tiens, ça c'est un bon exemple. Ces trucs-là, si jamais par erreur je clique dessus et que je veux me déplacer, je risque de le déplacer aussi. Donc pour éviter ça, je vais cliquer une fois dessus et je vais choisir l'icône Lock. Ce qui fait que maintenant, j'ai beau vouloir me déplacer, je ne vais pas par erreur déplacer en plus ce schéma. Donc on s'est dit que dans le double diamant, on allait avoir 6 grands moments. Il y en a 5 qui apparaissent ici. Donc c'est le cadrage, les hypothèses collectives avec les parties prenantes, le comment on va faire un switch, sur quel terrain, les concepts d'idées, de solutions, le terrain de test, ainsi de suite. Ça, on l'a détaillé plus bas. Donc juste pour qu'à chaque fois où qu'on en soit, on prenne un temps de recul pour se demander ce qu'on est en train de faire. J'ai mis la correspondance en dessous avec les 6 étapes, détaillé en termes de quel est le mindset clé pour l'étape. Là, pour votre prochaine réunion, ça va être d'entrer en systémie, en analyse systémique. Quels sont les outils qu'on peut se donner pour être efficace? Qu'est-ce qu'on cherche à créer comme valeur? Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire en termes d'engagement de durée? Et pour chacun. Du coup, je vais profiter qu'on soit là pour faire une clarification sur ces prochaines étapes. Et si on a besoin d'aller chercher du contenu plus détaillé, on ira ouvrir le guide d'accompagnement des projets.
Donc là, on va rentrer dans la zone où on a besoin de comprendre mieux le problème. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre mieux le problème? Je vais prendre un exemple très différent de ce dont on parle. Imaginez que des services de l'État viennent vous voir, vous êtes designer, une agence de design ou super collectif, et vous dit, voilà, là, on veut vraiment réduire les accidents de la route, ça serait bien que vous travailliez sur l'amélioration de la signalisation routière. Donc là, 2 angles d'attaque possibles. Vous essayez de voir si vous ne pouvez pas améliorer les panneaux pour qu'ils soient plus visibles. Donc là, vous avez très vite une solution en tête. Donc très vite, vous allez maqueter des panneaux et les tester. Bon. Nous, on n'est pas tellement dans ce cas de figure-là, parce que si c'était si simple, d'autres gens y auraient déjà pensé. On va avoir une autre approche qui va être de se demander, si on revient à la prévention routière, finalement, où est vraiment le problème? Pourquoi est-ce que les gens ont des accidents? Et là, on va faire un sorte de brainstorming, un petit mind map. On va dire, faudrait peut-être comprendre comment les gens apprennent à conduire. Est-ce qu'il y a des différences entre apprendre à conduire en conduite accompagnée ou pas? On va peut-être regarder aussi des données plus quantitatives sur les accidents de la route. Est-ce qu'on voit des choses en fonction de l'âge ou en fonction du sexe? On va peut-être aussi faire de l'observation sur le terrain. On va se mettre à l'arrière, dans un véhicule à l'arrière, et puis regarder un conducteur, observer tout ce que fait le conducteur sur un trajet. On va le faire plusieurs fois. On va peut-être voir qu'il y a des choses qui changent selon que le conducteur soit seul ou qu'il y ait un passager. On va peut-être voir qu'il y a des différences selon que ce soit de jour ou de nuit. On va peut-être voir des différences selon que ce soit le matin ou le soir, des différences selon que ce soit pour aller au boulot ou pour partir en vacances. On va dire qu'il y a peut-être des choses importantes qui se passent avant de prendre la voiture, qu'il faut regarder. Le fait d'être en retard ou pas à un rendez-vous, je ne sais pas. Et puis, en fin de compte, à force de regarder en fait cette problématique donc en étant centré sur le persona, le conducteur, alors peut-être aussi qu'on va aussi interroger les gens qui participent au design des panneaux. Comment est-ce qu'eux font pour concevoir un panneau? Sur quoi ils se basent? On va peut-être aussi aller voir des professeurs en auto-école. Voilà. On va rassembler toute cette matière qui peut faire qu'on se perd un peu à un moment donné, et on va commencer à se donner des points de vue. Chacun va avoir différents points de vue sur où il faut agir. Un tel va dire, moi je pense que tout simplement qu'au bout d'un an, les gens ont perdu leurs réflexes. Donc il y a besoin. Le problème, c'est comment faire pour redonner des bons réflexes un an après le passage du permis de conduire. Nous devons se dire, le problème, c'est les gens qui conduisent que pour partir en week-end. Donc, on a une autre problématique là. D'après les statistiques des accidents, c'est plutôt les conducteurs du dimanche. Donc voilà, on va s'adresser à eux en premier. Nous devons se dire, moi, j'ai l'intuition que c'est une question, c'est le rapport entre la virilité, l'idée de la virilité et la conduite automobile. J'ai besoin de creuser ça, mais je sens que c'est vraiment là qu'il faut agir. Et puis on va essayer de converger ensemble à plusieurs, et ça c'est la fin du premier, losange, merci, du double diamant, c'est converger sur à quel endroit on va agir pour vraiment avoir un impact systémique. Du coup, j'ai un petit peu évoqué là des livrables dans l'exemple de la prévention routière. J'ai parlé d'interview, j'ai parlé d'observation, j'ai parlé de persona, différents profils de personnes qui sont concernés par le problème et qui seront concernés par sa solution, son utilisation, sa prescription. Donc ce n'est pas que les usagers, c'est les parties prenantes, donc la société, donc le monde du vivant, et puis c'est un mélange de données qualitatives et de données quantitatives. Tout ça pour faire quoi? Pour avoir une prise de conscience à 360 degrés des impacts du système actuel et comment ce système actuel fonctionne.
Aussi de se faire une cartographie relationnelle, hein, les liens entre ces différents acteurs, des liens culturels, des liens de dépendance, d'autonomie, de victimisation éventuellement, et ainsi de suite. Donc ce prochain atelier pour Economics of Mutuality ou valoriser le bien commun, il vise à préparer cette phase-là. C'est-à-dire que juste avant, là, dans la phase 1, le cadrage, on avait fait un exercice pour faire émerger la vision commune, l'ambition du projet, les conditions de réussite. Mais on ne s'est pas organisé d'un point de vue concret pour démarrer la phase 2. Donc ça va vraiment être l'objet de cette phase 2. Ce qu'on a fait ce matin pour le business model Canva, je ne sais pas si vous voyez encore mon écran. Est-ce que vous voyez un document Word là? Non, moi, je suis toujours sur l'autre. D'accord. Alors, c'est pas grave, je vais lire ce que je vais lire. On s'est dit que pour cette deuxième partie de kick-off ou ce début de phase 2, on allait commencer par un tour de météo. Donc, rapidement, avec quoi chacun vient aujourd'hui, ses sensations intérieures. Qu'ensuite, on allait faire une prise en main de Miro. Du coup, vous pourrez peut-être leur envoyer cet enregistrement là, à l'avance. Qu'on allait ensuite aider chacun à remonter à bord de la pirogue, parce qu'il s'est passé des choses depuis la dernière fois, il y a peut-être d'autres projets, donc il s'agit de remettre les pieds dans la pirogue et de regarder un peu dans quelle zone on est en train de naviguer là. Pour ça, ça peut être de revoir la synthèse de la dernière réunion, de demander à chacun de la relire en silence pendant 5 minutes, et de resituer où on en est en termes d'étape projet. C'est ce que je viens de faire à l'instant en vous disant qu'on est sur le point de bascule entre le cadrage, la phase 1 du projet et la phase 2 qui est l'empathie systémique. Peut-être se proposer un temps d'approfondissement de concepts qui ont pu être énoncés lors du kick-off, mais pour lesquels il y a des questions, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui ont été dites la première fois et ça avait trop d'infos à absorber. Il y a peut-être des gens qui vont débarquer, qui vont se raccrocher au projet en cours de route, donc il faudra peut-être leur résumer la fiche projet rapidement. Et puis on a donc tout ça, ça nous a pris à peu près 1 heure, c'était beaucoup. Et on a utilisé la deuxième heure pour identifier les axes de recherche et la répartition des tâches pour cette recherche d'empathie systémique. Pour ça, Florence avait proposé, alors je vérifie que je suis sur le bon, oui, avait proposé 3 questions aux membres du projet. La première question est qu'est-ce que je sais sur les business models Canva? Quelles sont leurs utilisations par les entrepreneurs? Et éventuellement, quels sont les BMC en question existants? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Ou quelles sont les autres solutions qui peuvent répondre aux mêmes enjeux? Ça permet de poser ce que chacun sait. On a 2 choses importantes là-dedans. On a le persona central, l'entrepreneur, et on a l'outil central qui chez nous est très identifié, ce qui n'est pas encore le cas chez vous, qui est un business model Canva intégré. Donc pour l'instant, on est juste parti du BMC existant. La deuxième question qu'on a posée, c'est quelles sont les hypothèses que je peux émettre sur les business models Canva, sur les utilisations des entrepreneurs. Donc les choses que je ne sais pas, mais que je pense savoir. Et du coup, troisième question, quelles sont les questions que je souhaiterais poser aux utilisateurs des business models Canva? Ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir du coup à lister les différents usagers des business models Canva actuels, de comprendre comment ils l'utilisent, qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau, comment est-ce qu'ils se nourrissent, comment est-ce que leur pensée est structurée avec ce business model Canva-là. Ou de voir s'ils utilisent d'autres choses, s'ils combinent différentes choses. S'ils ont essayé des modèles plus intégrés, est-ce que ça a réussi ou pas? C'est ça qui nous a fait atterrir sur, et là je reviens sur le Miro. Hop. Donc, je vais faire un zoom arrière, remonter. C'est ça qui nous a fait atterrir sur, pour la prochaine fois, ça serait bien de lister ces personas. Vous en avez listé un certain nombre dans vos post-it.
qu'on commence à faire des proto-personas. Le persona, c'est une fiche, et on va regarder un exemple dans le guide méthodologique. C'est une fiche qui décrit à qui on s'adresse, qu'est-ce que cette personne essaie de faire, qu'on veut aider à faire, quelles sont les difficultés qu'il a actuellement à faire cela. Par exemple, des difficultés à imaginer un business qui équilibre profitabilité sociale et environnementale. Donc le persona va être le résultat dans l'enquête terrain, mais on peut par avance faire un proto-persona, c'est-à-dire écrire ce qu'on imagine que la personne essaie de faire. Ça va nous aider à monter le questionnaire, à monter l'enquête terrain. Voilà. Donc pour l'instant, on en est là sur le business model Canva. Alors, je propose qu'on rebalaye d'autres concepts dans le guide utilisateur, puis après on passera aux questions. Pour ça, vous voyez au début de mon schéma là, si vous zoomez, j'ai mis un lien vers le guide utilisateur. Donc je vais double-cliquer dessus. Pardon, j'ai appelé ça le guide utilisateur, le guide d'accompagnement. Ça m'ouvre une fenêtre dans un format un peu trop petit et je vois que j'ai une option en haut à droite là, Open in a new tab. Je vais cliquer dessus. Du coup, vous devriez le voir apparaître aussi sur Zoom. Alors, excusez-moi, je me suis trompé. J'ai cliqué sur la fiche projet. Hop. Du coup, ça vous permet de voir que vous pourriez mettre votre fiche projet à cet endroit-là. En fait, le guide utilisateur, il est là où on parle de méthode, évidemment. Donc, je vais aller vers la zone méthode banque et je vais cliquer ici. Double-clic. Alors, pourquoi ça ne s'ouvre pas? Ah oui, c'est parce que j'ai Pardon, j'ai besoin de dézoomer. Hop. Je vais cliquer ici, source. Je vais l'ouvrir avec Google Slide. Donc ce guide rappelle ce que je viens de vous dire. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Il y a quelques rappels sur les ingrédients d'un bien-être collectif dans un projet. Il y a un rappel sur les rôles. Du coup, penser d'une réunion à l'autre à clarifier qui prend le rôle, qui prend les différents rôles. Une personne peut prendre plusieurs rôles éventuellement. 2 personnes peuvent se partager un rôle. Et ce que je voulais vous montrer comme concept, alors ça c'est pour vous donner une prise de recul sur le projet. On déborde largement l'atelier 2. C'est juste pour se rappeler que sur un projet classique, il y a 4 grandes phases. Il y a une phase d'inspiration. Donc là, typiquement, c'était les ateliers du lycée en septembre, duquel est née l'idée d'utiliser Economic Social Mutuality pour le déployer de façon plus large en entreprise. C'est de là qu'est né le business model Canva intégré, inspiré de la de notre économie, et ainsi de suite. Ensuite, il y a une phase d'exploration. C'est la phase dans laquelle on est en ce moment. Et on veut atterrir sur quoi? Sur une proposition de valeur et éventuellement un début de business model. Vos idées de solutions vont se matérialiser avec des objets les designers appellent des objets intermédiaires ou des matérialisations frugales. Le prototype en est un exemple. Et après, plus tard, ou avant janvier, si vous avez le temps, vous allez commencer à expérimenter sur un vrai terrain. Donc là, vous allez produire ce qu'on appelle un MVP, c'est-à-dire quelque chose qui permet de tester votre service en vrai, en grandeur réelle, mais avec peut-être des bouts de ficelle, du moment que l'expérience utilisateur est bonne.
Et puis après, il y a le passage à l'échelle. Ça me permet de faire le lien avec la notion de business model. Donc, un business model, c'est quoi? Vous allez faire un business model pour votre offre. Ces business models, on va retrouver dedans la proposition de valeur au centre. C'est écrit un peu petit là. Complètement à droite, vous avez les différents types d'usagers. Entre les deux, il y a comment vous allez faire connaître et comment vous allez distribuer votre service. Donc, toute la partie rouge constitue en fait votre offre, l'aspect un peu marketing. Et à gauche, la partie bleue concerne comment tout ça va s'opérer. Il faut, pour que votre solution tourne, ça nécessite un certain nombre d'activités. De faire de la prospection commerciale peut-être, de répondre à des appels d'offres, d'aller chercher des consultants, de faire le diagnostic de l'entreprise, et ainsi de suite. Tout ça va demander des ressources. Les fameux consultants, la méthode, peut-être des lieux, peut-être d'autres partenaires, peut-être un site internet, un tableau Miro, etc. Et complètement à gauche, vous avez en particulier les partenaires importants. Tout ça va engendrer des coûts. Les coûts, c'est ce qu'il y a dans la boîte verte en haut à gauche. Et tout ça va permettre des bénéfices tangibles ou intangibles, financiers ou non financiers. C'est la boîte verte en bas à droite. Donc vous voyez qu'il y a des flèches là. Tout ça, c'est des vases communicants en fait. Et en général, quand on conçoit un service, ce que recommande l'approche design, c'est de commencer par l'utilisateur, commencer par à qui vous vous adressez et quelle valeur vous voulez apporter par rapport à ce qu'ils essaient de faire au quotidien. Ensuite, vous vous posez la question du comment et ensuite combien ça va coûter. Et puis, il va falloir faire des compromis parce que tout ne va pas fonctionner ensemble. Donc, vous allez éventuellement reboucler depuis le début. Ce slide-là, il servait juste à rappeler à tout le monde que c'est ce que font d'ailleurs normalement, de plus en plus les entreprises pour concevoir leurs services. Par contre, elles le font un peu en vase clos. Or, si elles commençaient à se poser la question de comment je peux apporter de la valeur à mon écosystème social ou au système du vivant, je pourrais créer davantage de valeur pour moi-même. Tout à l'heure, j'ai évoqué sur le schéma général la proposition de valeur au milieu. Ici, pardon. Il y a un canevas pour la proposition de valeur. C'est celui-là. Il faut lire de droite à gauche, en fait. J'ai numéroté les rubriques. Au centre, là, il y a le persona. Alors, il y en aura peut-être plusieurs dans votre cas. Donc, il faudra faire une proposition de valeur par persona si ces besoins sont différents. Il y a le job to be done, complètement à droite. C'est qu'est-ce qu'il essaie de faire. Alors, il y a un exemple qui est souvent repris, là, qui vient de Christensen, qui est le gars qui vient s'acheter un milkshake très tôt le matin au McDo à emporter avant de remonter dans sa voiture. Qu'est-ce que la personne essaie de faire? Ça leur a pris un peu de temps pour comprendre. Il essaie d'avoir de la compagnie pendant son trajet, parce qu'il est tout seul. Et de temps en temps, de mettre un truc à la bouche, ça brise la lassitude. Et ça, il veut le faire de façon propre. Il ne veut pas mettre des miettes partout, il ne veut pas se renverser un truc chaud sur les jambes, et ainsi de suite. Donc, passer un moment, briser la solitude de façon propre dans ma voiture. À partir de là, et à partir de l'observation terrain ou des hypothèses que vous allez lister qu'est-ce qui freine cette personne dans sa quête, de ne pas se sentir seule pendant son trajet. Et qu'est-ce qui aujourd'hui lui facilite déjà la vie. Du coup, ça va vous donner des idées de levier que vous pouvez peut-être exploiter ou amplifier. Et tout à gauche, vous avez ce que vous allez lui répondre en miroir, c'est-à-dire comment vous proposez, sur quel principe vous allez vous appuyer pour lever les freins. Donc, au début, vous allez avoir des idées un peu vagues et puis ça va s'affiner au fur et à mesure. Donc ce canevas va se préciser au fil du temps.
Vous avez ensuite un autre axe qui est qu'allez-vous proposer pour rendre possible la facilitation de la vie de l'usager, comment rendre les leviers de facilitation plus accessibles, plus puissants, et ainsi de suite. Et en fin de compte, au fur et à mesure, ça va faire émerger concrètement une offre, un service. Donc au début, vous allez, le service il va tenir dans une phrase, et au fur et à mesure que vous avancez, il va tenir dans quelque chose de plus concret. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, je vais regarder vite fait. Oui, je vais vous envoyer le lien à ce doc. Il est déjà inclus dans le Miro. Dans tous les cas, je vous renverrai et le lien vers ce Miro-là. Et ce qu'on fera, c'est qu'on va se prendre un temps pour copier le Miro et créer votre Miro à vous avant qu'on termine la réunion. Et donc, j'étais en train de dire qu'au début, l'offre de service va ressembler à une phrase et qu'au bout d'un moment, ça va ressembler à quelque chose d'intermédiaire, quelque chose qui permet de voir, de comprendre le service. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, pardon pour les allers-retours, mais c'est pour que vous vous situiez. Je vais inverser des slides. Voilà. Ce que j'ai appelé matérialisation frugale. On va regarder c'est quoi, des exemples. Quelle forme de matérialisation frugale? Ça peut être un dessin. On a un exemple ici, je vais vous l'agrandir juste pour y voir plus clair le temps de la réunion. Donc là, pour le contexte, c'était le sujet, c'était enchanter l'expérience des usagers du métro. On s'était dit, ça serait bien d'avoir des endroits intrigants, une espèce de cabine dans laquelle on voit apparaître un casque de chevalier et des bottines de chevalier, qui va amener des interrogations, des questions. Donc ça, on a voulu expliquer cette idée juste à partir d'un dessin. Un dessin, c'est utilisé quand l'idée ne fait qu'émerger, n'est pas très mûre, c'est volontairement un petit peu vague, ça va servir en fait à discuter, et à discuter autour de l'idée de départ. On peut être dans une volonté de montrer un scénario d'usage déjà, enfin comment ça va se passer dans le temps. Alors là, c'est un petit peu flou, ça a été comprimé apparemment, je le mets sur le côté. Ce qu'on voit là, c'est qu'il y a un personnage qui veut s'acheter un appareil photo. Il ne sait pas trop comment il va s'y prendre pour choisir son appareil photo. Et ce que montre la BD, c'est qu'au moment où il va faire son benchmark, il va tomber sur un site internet qui permet de comparer des photos prises par différents utilisateurs de différentes marques, pas des pros, mais des gens comme lui. Donc il va, au lieu de se fier à des images hyper alléchées, léchées d'images sur les sites internet des fabricants, il va voir des photos prises par des vrais gens comme lui avec différents appareils photo. Et puis il y aura d'autres critères du genre la taille de l'appareil photo, le nombre de mégapixels, et ainsi de suite. Des trucs très pratiques pour lui. Voilà, ça c'est une façon en BD d'expliquer ça. Un autre exemple d'objet intermédiaire, c'est les maquettes basse fidélité, ce qu'on appelle aussi les wireframes. Donc là, c'est plus quand on a un site internet ou une application qu'on a en tête. On fait juste, en fait, on dessine les écrans principaux avec la logique d'un écran à l'autre. Donc c'est du noir et blanc, c'est des grosses briques, c'est des schémas pas très clairs, c'est des tableaux. Donc ça répond à un besoin d'expliquer voilà, une succession, une expérience utilisateur d'un point de vue purement fonctionnel, ça ne sert qu'à ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé de réenchanter l'expérience des usagers dans le métro. Après, on s'est dit qu'on allait faire un prototype. Donc le prototype, c'était fait avec du carton, du papier. L'idée, c'est de pouvoir commencer à faire vivre l'expérience de ça et de voir si au-delà du dessin, ça a l'air de fonctionner ou pas. Donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir une interaction avec l'objet, comprendre l'utilisation et d'apprendre ce qui se passe quand on commence déjà à interagir avec cet objet qui, pour l'instant, a été fait avec un coût d'à peu près 5 €, je pense. Si c'est pour un site internet, on peut remplacer ça par un PowerPoint cliquable.
Si c'est un BMC, un business model Canva qui va se présenter sous forme d'un jeu de plateau, bah, ça va être un jeu de plateau en papier. Après, si on a besoin à un moment donné, ça c'est en général c'est un peu plus tard quand la solution commence à être plus mature, ou si l'expérience sensible dans la solution est très importante, si c'est un critère vraiment déterminant, et là il va falloir faire des maquettes haute fidélité, c'est-à-dire avec les formes, les couleurs qui vont bien. Et puis il y a le proof of concept. Alors là, c'est plutôt quand on essaie d'assembler différents composants qu'on n'a jamais été assemblés pour voir si ça tient à peu près la route. Ce que vous avez là, c'est les ancêtres des Google Glass. Celui-là date des années 80-90, si je ne dis pas de bêtises. Vous trouverez ça sur Wikipédia, les ancêtres des Google Glass. Ça, c'est un prototype qui doit avoir une dizaine d'années à peu près. Donc c'est de l'assemblage de technologies ou de méthodes. C'est juste pour démontrer qu'on arrive à brancher ensemble des composants et que ça marche quand il se passe quelque chose. Donc ça rassure sur le fait qu'on va être techniquement, a priori, capable de le faire, même s'il y a d'autres enjeux derrière d'ergonomie, de miniaturisation et ainsi de suite. Ou de simplification. Voilà. Le schéma en bas, il sert à dire que plus on avance dans les incertitudes, c'est-à-dire plus on comprend la problématique, plus on va pouvoir utiliser des objets de plus en plus fins, de plus en plus fidèles à la solution cible. Il y a un autre slide qui explique ça sur une autre façon, sur un angle quali, quanti, basse fidélité, haute fidélité. Voilà, je ne vais pas beaucoup le commenter. Je peux juste prendre deux exemples. C'est que si vous voulez faire du quantitatif, c'est-à-dire savoir combien de personnes peuvent être intéressées par une offre, vous allez créer une landing page d'une fausse offre et voir combien de personnes cliquent dessus, en savoir plus, par exemple. Donc, landing page, c'est considéré comme basse fidélité parce que c'est juste la vitrine d'une offre. Derrière, il n'y aura rien, en fait. A contrario, si vous avez besoin d'avoir un retour très précis sur une interaction de votre site internet, il faut faire une maquette HTML. Mais là, pour le coup, vous êtes dans du qualitatif, vous n'aurez pas le temps de le faire avec beaucoup d'usagers. J'ai parlé du MVP tout à l'heure, c'est un tout petit peu tôt par rapport au projet, mais c'est pour clarifier la différence avec un objet intermédiaire ou une matérialisation frugale. Autant avant, on essaie de tester des aspects de la solution de façon frugale pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et pour pouvoir ajuster. Autant quand on a un MVP, on a déjà une vision claire de la proposition de valeur. Elle aurait été testée et affinée avant grâce aux matérialisations frugales. Ici, on veut faire vivre une expérience à l'usager. Donc, à partir de la vision qu'on a de la proposition de valeur, qui est l'ensemble du triangle ici, qui se décompose en fonctionnalité, en processus d'usage, en expérience d'usage et en valeur pour l'usager. Et ben pour faire une expérimentation réelle dans la vraie vie, on va choisir qu'une partie de ça, mais surtout sur toute la hauteur et tester ça sur le terrain. C'est aussi ce qu'on appelle un pilote. Parfois, les gens préfèrent utiliser le mot pilote. En fait, le pilote, c'est le premier endroit où on va expérimenter le service. Bon, ça, peut-être que vous aurez le temps, peut-être pas, mais c'est plus au programme de l'année prochaine. Il y a ce tableau-là qui est intéressant. C'est inspiré plutôt de la philosophie du Lean Startup, plus précisément de l'experiment board. Ça sert à quoi? Ça sert à ce que dans le projet, ce que vous allez beaucoup produire, c'est de la connaissance. C'est-à-dire que vous savez des trucs en partant, vous avez plein de questions, vous allez découvrir plein de choses au fur et à mesure que vous allez matérialiser sur le Miro, dans le double diamant. Mais ça peut être bien, de façon un peu structurée, de vous poser la question à chaque étape, au fait, qu'est-ce qu'on croit savoir, mais qui n'est peut-être qu'une croyance, ou qu'est-ce qu'on a besoin de savoir. Quelle est la meilleure façon d'aller vérifier ou d'aller chercher cette information-là?
c'est la deuxième colonne. Pour ne pas être biaisé après coup, je me dis à l'avance comment je saurais que ce que je vais vérifier est probant. Qu'est-ce que j'ai obtenu comme résultat? Est-ce que ce résultat me rassure ou pas? Est-ce qu'il est encore incertain? Et puis à partir de là, qu'est-ce que tu as appris? Et comment ça te permet d'avancer pour la suite en termes de décision de pilotage de projet? Ça, c'est typiquement un tableau que vous pourriez remettre sous ce format-là ou un autre dans le Miro du projet de façon assez lisible. Voilà, j'ai terminé, je crois, pour le guide méthodo. Il y a ce petit truc-là, la roue à la fin, une roue élastique. C'est un objet qui a intrigué beaucoup Jérémy. Je pense que chacun pourrait l'utiliser ou pas, se l'approprier ou pas. On voit peut-être pas grand-chose là. Je vais le mettre en mode plein écran. En fait, chacun il voit un peu ce qu'il a envie de voir. Moi, je trouve que c'est bien à un moment donné pour d'aller regarder ça pour voir si on était exhaustif dans notre exploration. Exhaustif, pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a des grandes rubriques. Il y a une rubrique les espaces, il y a une rubrique les lieux, il y a une rubrique les pratiques, il y a une rubrique les pactes. Et à l'intérieur de ça, il y a des sous-objets. Moi, perso, je le vois un peu comme un mandala où tout se rejoint en fait. Parce qu'on voit, pourquoi un mandala? Parce qu'il y a des pétales, hein, comme les pétales du lotus, et les choses en fait communiquent entre elles. On peut dire qu'au centre, il y a la personne, ou les usagers, on peut dire, on peut s'imaginer plein de trucs. Ce qui est intéressant aussi, c'est les différentes étiquettes, rue, quartier, lieux municipaux, nature, lieu de travail, virtuel. Ça doit vous poser des questions sur à quel endroit j'ai besoin de regarder ou à quel endroit je vais pouvoir agir le mieux possible. Il y a les pratiques au niveau des citoyens, au niveau des sociétés civiles, des entreprises, des collectivités, des institutions, des catalysateurs. Donc ça permet aussi de structurer sa recherche, éventuellement ses axes de solution, ces personnes-là. Dans les pactes, on trouve inspiration, limite, fabriquer, jeu, célébration. Là, je ne sais pas ce qu'on peut en faire tout de suite, mais ça peut peut-être vous donner des idées sur des choses à interroger. Et puis dans la partie espace, en rouge, on avait légitimité, sécurité, s'autoriser, ralentir, s'ouvrir. Voilà. Donc peut-être à garder un peu de côté, à mettre dans un coin du Miro, et puis de temps en temps se dire, tiens, j'allais faire un tour là-bas, peut-être que ça peut me donner des idées. Voilà, je propose qu'on passe aux questions-réponses sur tout ça. Ensuite, j'arrêterai l'enregistrement et on commencera à créer votre Miro et votre agenda pour mardi prochain. Pas de questions pour moi. Mhm. Je pense qu'elles viendront peut-être en utilisant les outils, mais Oui. pas là comme ça. D'accord. Moi, pour le moment, ça va aussi. Super. Laure? Pas de questions. Bon, Je génial. suis arrivée juste à temps pour répondre à la question. Ah, parce que tu étais absente tout ce temps-là. Ok, je vais arrêter l'enregistrement. Hop. Ok. Bon, on va passer à votre Miro. Donc moi j'ai un compte gratuit, j'espère que ça ne va pas me limiter parce que je suis limité à 5 tableaux, mais je ne pense pas en avoir déjà 5. Bon, à un moment donné, je prendrai peut-être un compte. Alors comment on va faire pour créer les vôtres? Je vais voir si j'ai l'option pour dupliquer le truc. Sinon, il faudra. T'es sûr que tu as arrêté l'enregistrement? Tu penses que c'est pas le cas? Moi, tu vois que ça enregistre. Ah oui, tu as raison. Stop.